Selon Elon Musk, elle pourrait être plus dangereuse que les armes nucléaires. Les intelligences artificielles, aussi appelées IA, sont au cœur de l'actualité depuis que fin 2022, le robot conversationnel ChatGPT a été médiatisé. Alors certains parlent de révolution, d'autres même d'apocalypse. Certains évoquent même une quatrième faille narcissique de l'humanité après la révolution copernicienne, le darwinisme et la psychanalyse. Voilà que l'intelligence échapperait désormais à l'homme. Alors l'intelligence artificielle est-elle une véritable révolution? En quoi va-t-elle impacter socialement l'humanité? Peut-on y résister? Peut-on la réguler? Voilà les questions vertigineuses que je vais poser à mes deux invités, le docteur Laurent Alexandre et le professeur de philosophie Jean-Michel Beignet. Bienvenue dans le club Le Figaro Idées. Bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir accepté cette invitation. Laurent Alexandre, vous êtes énarque, chirurgien, auteur de nombreux ouvrages autour de ces questions brûlantes des nouvelles technologies. Vous avez notamment publié La guerre des intelligences et vous publiez ce livre « ChatGPT va nous rendre immortels » avec une affirmation prenez le risque d'une prédiction. Vous nous expliquerez pourquoi, selon vous, c'est crédible. Alors, vous dites que pour vous, finalement, l'intelligence artificielle n'est pas un choix, c'est le sens de l'histoire et qu'il faut nous y convertir tous collectivement sous peine d'être marginalisés. Jean-Michel Beignet, vous êtes professeur émérite de philosophie à la Sorbonne Université. Vous aviez publié il y a quelques années « Demain, les post-humains, le futur a-t-il encore besoin de nous ?» Vous êtes un des pionniers dans la réflexion autour des nouvelles technologies et de la philosophie. Et vous avez publié un livre avec Laurent Alexandre, un livre au titre aguicheur, « Les robots font-ils l'amour ?» Le transhumanisme en 12 questions. Vous répondez à des tas de questions qu'on peut se poser à propos de ces nouvelles technologies. Est-il désirable de vivre 1000 ans? On va en parler. Demain, tous cyborgs. C'est absolument passionnant. Je vous recommande, ça vient de ressortir en poche. Alors, Laurent Alexandre, j'aimerais débuter cette conversation par votre livre qui, je l'avoue, m'a bouleversé, m'a inquiété en tout cas, parce que vous faites une série de pronostics absolument, moi je trouve, de mon point de vue, effrayants. Vous dites que l'immortalité est à portée de main grâce à ChatGPT, grâce à l'intelligence artificielle. Alors, je voudrais d'abord qu'on commence par vous poser cette question. En quoi, selon vous, cette révolution ChatGPT de l'intelligence artificielle est-elle une rupture absolument fondamentale pour l'humanité? En quoi c'est quelque chose de sans précédent? C'est une révolution schumpeterienne, bien sûr, comme la vapeur et l'électricité, mais c'est aussi un changement civilisationnel parce que l'intelligence artificielle va permettre de faire des progrès incroyables en génétique, des progrès incroyables en médecine, des progrès incroyables, par exemple, avec l'arrivée à maturité de l'utérus artificiel, qui est, là encore, un processus révolutionnaire. Et puis, c'est une révolution anthropologique. Comme le père des intelligences artificielles modernes, Geoffrey Hinton, l'a déclaré récemment, nous sommes en train de devenir la deuxième espèce la plus intelligente sur Terre étant l'intelligence artificielle. Ce moment de bascule où l'intelligence artificielle nous dépasse, même si elle n'a pas encore de conscience artificielle, est un moment bouleversant pour tout le monde. Et le monde, la société civile et les politiques n'en ont pas pris acte et n'ont pas pris conscience du tsunami technologique profondément révolutionnaire que nous vivons aujourd'hui. Ne plus être l'espèce la plus intelligente, ça a 1000 conséquences sur l'avenir de l'humanité. Et vous croyez en la singularité, c'est-à-dire la possibilité d'une intelligence non seulement supérieure, mais autonome? Alors, l'idée de la singularité, c'est-à-dire d'un moment où il y a une explosion de l'intelligence, que ce que les dirigeants de Google imaginent pour les années 2040, je ne sais pas, c'est une thèse. Ce, en revanche, que je crois, c'est que l'intelligence artificielle est en train de nous dépasser assez rapidement. Entre GPT-4 et moi, en cancérologie, par exemple, eh bien, GPT-4 est bien meilleur que moi. GPT-4, en quelques secondes, fait des diagnostics ultra compliqués qu'il me faut énormément de temps pour faire. Et on pourrait multiplier les exemples. Alors, l'intelligence artificielle ne nous dépasse pas encore dans tous les domaines. Elle n'est pas autonome dans tous les domaines, mais elle progresse extrêmement vite. Le patron fondateur de NVIDIA, qui est l'une des sociétés les plus chères au monde, à la bourse de New York, et qui fabrique la quasi-totalité des puces électroniques pour l'intelligence artificielle, a déclaré il n'y a pas longtemps, en 2033, l'intelligence artificielle sera 1 million de fois plus intelligente que ChatGPT 4.
c'est-à-dire la meilleure version actuelle de l'intelligence artificielle. Et Sam Altman a déclaré que la super-intelligence artificielle, des millions de fois plus intelligente que l'homme, sera là avant 2033. Il a d'ailleurs prédit que dans peu d'années, sur Terre, 99,9% de l'intelligence sera de l'intelligence artificielle et que l'intelligence biologique humaine, celle issue de nos cerveaux, ne représentera plus qu'1 millième de l'intelligence sur Terre. Ce mouvement est effectivement bouleversant et il a beaucoup de conséquences politiques et sociales qui n'ont pas encore été réfléchies. Jean-Michel Beignet, est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic d'une rupture absolue, sans précédent, qui va nous faire entrer dans une autre humanité? Non, pas vraiment. Mais comme toujours avec Laurent, puisque nous dialoguons quelquefois, l'emphase des chiffres est toujours un peu vertigineuse et... Ce ne sont pas les miens. Non, je sais bien, et me laisse un petit peu dans une manière de perplexité, c'est-à-dire que plus je l'entends m'annoncer que l'intelligence artificielle va nous reléguer à l'état de chimpanzé du futur, et plus je me dis que décidément l'intelligence artificielle c'est pas grand-chose, que c'est pas grand-chose, que c'est peut-être un peu plus qu'une bulle de savon, mais je n'arrive pas à me laisser entraîner par l'enthousiasme juvénile de Laurent. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle, d'abord on en parle depuis très très longtemps, même si le grand public ne s'est pas saisi de la chose depuis longtemps. Moi, j'ai enseigné à l'université de Compiègne autrefois l'intelligence artificielle. C'était à la fin des années 1980. Il y avait l'intelligence artificielle qui produisait des systèmes experts tout à fait raisonnables, qui répondaient à des questions bien posées. Il y avait de l'intelligence artificielle qui alimentait déjà des machines à traduire. C'était pas extraordinaire, mais ça existait. Puis il y avait l'intelligence artificielle qui alimentait aussi tous ces jeux vidéo. Ça existait. Et puis j'enseignais à mes étudiants la façon dont la cybernétique de la fin des années 40 avait inventé des dispositifs qui permettaient à des machines d'anticiper des mots, des segments de phrases pour réaliser des télécommunications capables de résister à du bruit. Aujourd'hui, c'est pas grand-chose de plus. ChatGPT, c'est également, effectivement, un dispositif technologique qui permet d'anticiper, en ayant puisé des données considérables, capables de mobiliser la suite de phrases et qui construit des choses absolument, effectivement, étonnantes. Et je suis quand même d'accord avec Laurent pour m'extasier devant les prouesses de cette machine, mais je ne pense pas que ce soit bouleversant au point de me laisser oublier que l'intelligence, ça n'est pas simplement la faculté de résoudre des problèmes. L'intelligence, c'est bien autre chose. L'intelligence, c'est la capacité à apprécier l'ambiguïté des relations humaines. C'est la capacité à interférer avec d'autres humains dans des relations qui sont des relations d'échange de signes et pas de signaux. Je fais bien la distinction entre les signes et les signaux, ça me paraît très important. Et je n'arriverai jamais à confondre le dialogue établi avec Siri, si performante qu'il ou qu'elle soit, je ne confondrai jamais ça avec le dialogue échangé par des personnages de Proust, par exemple. Non, Alexandre. Je crois que tout le problème est résumé par Jean-Michel. On n'est plus au temps de Siri. D'accord. Siri est un produit merdique, complètement dépassé. Apple est en train de l'abandonner et d'ailleurs va utiliser ChatGPT dans pas très longtemps, si l'on en croit à Reuters. Le problème est qu'on n'est plus
en 1950 ni en 1990. Il faudrait que tu regardes les progrès absolument inouïs qui ont été faits par la version de GPT-4 qui est sortie hier soir. GPT-4o, qui est bouleversant, qui est au niveau de ce que Her, dans le film, le fameux film éponyme, avec une capacité d'empathie et de compréhension de notre psychisme et une capacité de nous répondre qui est absolument bouleversante. Une étude récente publiée dans JAMA montre que ChatGPT est 2 fois plus empathique que les médecins. Une étude qui a sorti il y a 1 mois et demi montre que GPT-4 est plus convaincant qu'un humain pour convaincre quelqu'un de quelque chose. Donc, en réalité, tu imagines qu'il y a une spécificité humaine dans les relations humaines, et ça n'est pas le cas. GPT-4 est plus empathique et plus convaincant que nous le sommes nous-mêmes. Donc il y a un vrai problème. On n'est plus au temps de Siri, on est au temps de versions bouleversantes d'intelligence artificielle comme GPT-4o, que tu n'as pas encore essayé, et tu devrais l'essayer. Ça changerait ton regard sur l'intelligence artificielle, qui est aujourd'hui datée, dépassée, je te le dis en toute amitié, on se connaît depuis longtemps. Donc il ne faut pas rester scotché dans le passé, il faut voir la réalité bouleversante de l'IA et ses progrès constants. Je te promets, va voir GPT-4. Laurent Alexandre. Et j'invite tous les auditeurs à y aller, tu vas changer d'avis. Est-ce que ChatGPT aurait pu écrire votre livre ? Alors moi je l'ai écrit sans GPT-4, d'ailleurs en page 3 j'indique que ce livre a été écrit par moi. GPT-4 va mieux écrire que moi avant 2030, ça va poser un énorme problème aux écrivains, aux essayistes. Les progrès conceptuels de l'IA sont très importants. Qu'est-ce qui va rester à l'homme? C'est très difficile à dire. Il y a des gens qui sont très inquiets. Elon Musk, devant le Premier ministre britannique, le 3 novembre dernier, a déclaré que très bientôt, l'homme le plus intelligent sur Terre serait moins intelligent que les successeurs de ChatGPT, et il a même fixé une échéance, décembre 2025. Donc nous sommes à un moment où l'IA galope et où nous ne savons pas encore, parce que nous n'avons pas travaillé la question, comment devenir complémentaire de l'IA. Et surtout, question plus importante, comment faire en sorte que le système universitaire, que le système éducatif fasse de nos enfants des gens complémentaires de l'IA et non pas des gens substitués par l'IA. On va en parler, mais je voudrais quand même revenir sur ce mot immortel que vous mettez dans votre titre. Qu'est-ce que c'est que cette immortalité et pourquoi, selon vous, un robot comme ChatGPT pourrait nous aider à devenir immortel? Alors en fait, de quelle immortalité vous parlez? Il faut savoir qu'au sein de la Silicon Valley et aux États-Unis, parmi les milliardaires de l'intelligence artificielle, il y a 2 courants. Il y a ceux qui souhaitent une immortalité biologique et qui souhaitent augmenter l'homme par la technologie. C'est le cas notamment de Elon Musk, qui est le chef de file des transhumanistes. Et à côté de ça, il y a les post-humanistes, comme les dirigeants de Google, qui pensent que nous devons laisser la place à l'intelligence artificielle et que nous devons uploader notre cerveau dans les ordinateurs. C'est aussi ce que pense Sam Altman, qui a déclaré « Je suis convaincu que le contenu de mon cerveau va être téléchargé dans le cloud ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, télécharger? Dans l'informatique dématérialisée. Ça veut dire que notre pensée, notre conscience ne serait plus dans notre cerveau biologique, mais serait mis directement dans les ordinateurs. C'est une hybridation entre l'informatique et puis notre cerveau biologique. Alors, je ne prends pas parti, mais je constate qu'il y a 2 courants. Un courant de pensée qui veut l'immortalité biologique par la manipulation biologique de notre corps, et puis un courant post-humaniste qui, lui, veut que l'intelligence artificielle incorpore notre pensée et nous remplace, ce qui serait finalement une immortalité numérique et non plus une immortalité biologique. On vivrait des millions d'années, mais sous forme d'un petit morceau des ordinateurs. Alors, entre finir en asticot et mourir, et puis vivre 1 million d'années dans un microprocesseur, finalement, je préfère vivre 1 million d'années dans un microprocesseur pour voir le futur extraordinaire qui s'annonce à nous. J'avais dit, qu'est-ce que ça vous inspire, cette quête d'immortalité? Écoutez, là j'aime beaucoup parce que Laurent ne change pas. Hein, il a toujours dessiner cela, au moins ChatGPT a peut-être changé, mais toi, tu ne changes pas. Je ne décide pas. Mon opinion, que je n'ai pas donnée, j'ai simplement montré les 2 courants, celui d'Elon Musk et celui de Larry Page, qui est le fondateur de Google. L'alternative, donc, homme bionique ou cyborg, ça, c'est une alternative matricielle. Mais qui n'est pas la mienne. Hein, d'accord. Bon, écoutez, que vous dire ? L'immortalité, si l'immortalité, c'est la pérennisation des métabolismes qui sont les nôtres, pourquoi pas?
hein, cette immortalité, là, bon, bionique ou biotechnologique, on peut la concevoir. On peut imaginer que, à brève échéance, on réalise des organoïdes qui nous permettront de remplacer nos organes défaillants à la demande. Bon, alors, est-ce que c'est l'humain en moi qui sera immortalisé ou la carcasse qui m'abrite pour l'instant? Ça, je vous laisse en décider. L'immortalité dans les traditions que j'ai fréquentées par vocation depuis toujours, c'est autre chose. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'immortalité de Faust ou l'immortalité d'Ulysse, enfin l'immortalité qu'il refuse. Il y a une immortalité qui est culturellement marquée comme l'accession obtenu grâce à la mort. Pour être immortel, il faut mourir. C'est la leçon de pratiquement toutes les grandes spiritualités et toutes les religions. Il faut mourir. Là, l'immortalité dont nous parlons, c'est une immortalité qui nous permettrait d'esquiver effectivement la mort et de nous pérenniser alors dans des microprocesseurs ou dans je ne sais quoi. Moi, je ne m'y retrouve pas. Enfin, cette immortalité, elle ne m'intéresse mais absolument pas. Et d'abord, je ne la conçois même pas, parce que modéliser mon cerveau et le transférer sur un logiciel, ça n'a pas grand sens. On sait très bien que la conscience, elle a besoin du corps, elle a besoin d'un corps. Sensibilité, oui. Un cerveau qui serait coupé du corps, qui flotterait dans un liquide amniotique, ça n'a pas de sens. C'est une glande qui vivoterait. Donc, tout ça, je trouve que c'est, j'allais dire, pathétique. Mais oui, je pense que c'est pathétique. Donc ce culte de l'immortalité, chez les transhumanistes, m'a toujours fait sourire et je me suis étonné que le grand public s'en soit emparé il n'y a pas très longtemps, il y a 4 ou 5 ans. Cette question, tout à coup, de l'immortalité est devenue une question brûlante, alors même que ça avait failli changer. Avec la Covid, tout à coup, les annonces hyperboliques des transhumanistes se sont trouvées quand même tout à coup freinées. On a découvert qu'un petit animal pouvait éradiquer l'espèce humaine, alors même que peu de temps auparavant, on nous annonçait l'immortalité pour demain. Bon. Oui, justement, c'est intéressant que vous disiez ça, parce que Laurent Alexandre, en 2011, vous avez publié un livre, La mort de la mort, où vous prédisiez aussi que l'immortalité allait advenir. Et vous disiez notamment que l'espérance de vie doublera au minimum au cours de ce siècle, le 21e siècle. Or, aujourd'hui, ce qu'on constate dans les grandes démocraties occidentales, c'est une stagnation, voire même une régression de l'espérance de vie. Aux États-Unis, l'espérance de vie a régressé de 2 ans. Elle est maintenant au stade de la fin des années 90. Et donc, voilà, on n'est pas du tout dans l'augmentation infinie de l'espérance de vie. Je souhaiterais qu'on relise La mort de la mort. Dans La mort de la mort en 2011, je prévois effectivement qu'il y aura des grands progrès en matière d'espérance de vie, mais après 2050. Et je dis que l'extrême complexité... On sera tous morts, on ne pourra pas vérifier. L'extrême... non, 2050, c'est dans pas très longtemps. Il y a ici des gens dont j'espère qu'ils ne seront pas morts. Il y a des gamins dont j'espère qu'ils ne seront pas morts en 2050 et qui pourront vérifier. Et donc... Je disais que les principales innovations en matière de longévité ne commenceront pas avant 2050, que la mort, le vieillissement sont des processus extraordinairement complexes et de les combattre nécessitera des progrès énormes en matière de capacité informatique. Donc je maintiens mon pronostic, mais la chose nouvelle, c'est que cette idée transhumaniste de vivre plus longtemps par le bidouillage biologique est impactée aujourd'hui par l'arrivée, le retour en force d'un courant post-humaniste qui pense qu'en réalité, comme l'intelligence artificielle va très vite, nous devons fusionner, nous hybrider avec l'IA, parce que finalement notre corps n'a pas beaucoup d'avenir et notre cerveau est pathétique. Donc vous voyez, par rapport à ce que j'écrivais en 2011, l'évolution, l'accélération de l'IA, contrairement à ce que Jean-Michel pense, à tort, parce qu'il n'a pas vu GPT-4o, eh bien, a changé un peu l'agenda et a créé une problématique, une problématique qui maintenant est double.
une vision transhumaniste et une vision posthumaniste. Mais est-ce que les discours de futurologie n'ont pas été toujours démentis par les faits? Je prends, vous connaissez sans doute la citation de Peter Thiel, le cofondateur de PayPal et milliardaire de la Silicon Valley, qui disait « Nous rêvions de voitures volantes, nous avons eu 140 signes ». Où il disait que finalement, quand vous demandiez à quelqu'un à la fin du XIXe siècle l'avenir et vous décrivez la voiture volante, ça n'est jamais arrivé. Bien sûr. Et on arrivait avec Twitter, un truc que personne n'avait jamais imaginé. Mais je termine juste. Le métavers, on nous avait annoncé que ce serait demain généralisé, c'est un échec commercial. Est-ce que toutes ces annonces futurologiques que vous nous dites, finalement, ne sont pas aussi des pures spéculations? Et demain, finalement, le progrès nous surprendra. Il faut bien faire des scénarios pour préparer l'avenir et pour préparer nos gamins. Pour savoir quelles études faire à mes gamins, je me suis posé des questions sur ce que peut être l'avenir. Et j'ai essayé d'imaginer des scénarios. Je ne veux pas les envoyer dans des métiers qui vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle et de la robotique dopée à l'intelligence artificielle. Donc nous sommes bien obligés de faire des scénarios sur le futur. D'ailleurs, en permanence, j'ajuste mes prévisions. Les premiers mots de mon nouveau livre, ChatGPT va nous rendre immortels, c'est « je me suis trompé ». Par exemple, en médecine, ce que fait GPT-4 en médecine aujourd'hui, je n'envisageais pas que cela soit possible avant 2040 ou 2050. J'ai complètement sous-estimé la révolution de l'intelligence artificielle sous la forme de ce qu'on appelle les LLM, les Large Language Models. Donc effectivement, prédire le futur est très compliqué, c'est plus compliqué que de faire de l'histoire encore, et nous sommes obligés d'ajuster nos scénarios. Mais ne pas faire de scénario, sous-estimer la révolution technologique en cours, c'est envoyer nos gamins face au mur. On va parler de l'éducation tout de suite. C'est les envoyer au casse-pipe. Jean-Michel Besnier, est-ce qu'il n'y a pas une forme de messianisme technologique? On annonce des formidables ruptures, parce que peut-être d'ailleurs on est pris dans une forme de marasme. C'est le propre de ce qu'on appelle le transhumanisme. Ce sont les annonces hype, on les appelle comme ça. Hein, les annonces hype qui sont destinées évidemment à récolter de l'argent, d'abord. Hein, il s'agit bien de ça. Donc les scientifiques sont contraints à toujours en dire plus, hein, qu'ils ne sont capables de faire. C'est la loi du marché néolibéral. Donc, rien d'étonnant à ce qu'il y ait des annonces hype. Laurent me paraît tout à fait en phase avec cet état d'esprit. Hein. Il accepte que le fantasme soit régulateur, hein, ce que j'appelle un fantasme régulateur. Le fantasme, donc, c'est une illusion, mais une illusion qui doit régler en quelque sorte l'action, ou en tout cas régler les préconisations. Donc, il accepte que le transhumanisme soit cet arsenal de fantasmes qui doivent pouvoir orienter les choses. Mais là où ça me paraît, où quelque chose me gêne un petit peu, c'est que il est capable de dire que, finalement, nous n'avons pas le choix. Hein, il dit souvent, nous n'avons pas le choix, nous devons fusionner avec l'intelligence artificielle, sans quoi nous sommes fichus. Est-ce que j'ai dit donc, ça? Oui, souvent, tu l'as dit. Non. Si, dès le début. Non, hein? J'ai dit vous dites l'intelligence artificielle n'est pas un choix, c'est le sens de l'histoire. Oui, mais j'ai pas dit que c'était mon choix à moi. Non, mais le choix. Tel que tu le dis, on a l'impression... Ça n'est pas mon souhait. Moi, ce que je récuse, c'est qu'il y ait un sens de l'histoire, hein, tout simplement. Il y a des choix, effectivement. Et toi, tu fais le choix de faire grandir tes enfants dans l'idée d'un transhumanisme accompli, voire d'un posthumanisme à l'horizon. Moi, je pourrais très très bien faire le choix inverse, dire moi, c'est l'écologie qui m'intéresse, c'est une vie paisible, en harmonie, ça serait aussi un scénario un petit peu bucolique, mais pourquoi pas. Et sympathique. Et sympathique. Hein. Donc, ils vont avoir du mal à bouffer, quoi. Donc, sauf que dans ce scénario, où je pourrais annexer quelques technologies quand même suffisantes pour réaliser un certain nombre de progrès. Voilà, on est scénario contre scénario, moi je veux bien. Hein. Là on discute, on est libre l'un comme l'autre d'imaginer, de mobiliser des ressources pour dessiner l'avenir. Mais ce que je récuse, c'est cette espèce de frénésie à dire nous n'avons plus le choix, il faut y aller.
Hein. Si en 2030 on n'a pas réalisé cela, alors on est fichu, etc. Je crois qu'il faut être cohérent. L'intelligence artificielle détermine une entropie nécessaire, ou l'intelligence artificielle est une mode, comme il y en a eu d'autres, et comme il y en aura d'autres. Je voudrais qu'on vienne au deuxième sujet, qui est la question de la guerre des cerveaux, puisque c'est le titre de votre précédent livre, et vous en parlez aussi dans ce livre, la manière dont finalement l'intelligence artificielle va avoir un impact sur l'économie de la connaissance et sur des conséquences sociales. Vous dites d'ailleurs que l'intelligence artificielle va conduire à une gilet jaunisation de la société. Ça veut dire quoi? On va tous se transformer en gilets jaunes? Si on suit la vision bucolique de Jean-Michel, nos enfants vont forcément être des gilets jaunes face aux gamins qui auront été formés à ces nouvelles technologies. Mais ça peut être un choix, et je le respecte, mais c'est pas le choix que j'ai fait pour mes enfants. Mais effectivement, si on a d'un côté des gamins qui sont complètement branchés sur l'économie de la connaissance et sur l'IA, et qui maîtrisent ce nouveau langage, et d'un côté des gamins qui sont complètement hors sol et qui suivent ta voie écolo bienveillante, ils vont finir gilets jaunes par rapport aux autres. Alors, je ne dis pas que c'est bien, et ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les salaires des bons développeurs chez OpenAI, c'est 10 millions de dollars par an. Google vient de changer sa grille salariale, et les bons développeurs sont également à 10 millions de dollars par an pour éviter de se les faire piquer par OpenAI. Donc on est dans un monde qui est inégalitaire. Les gens qui comprennent bien cette économie de la connaissance, qui comprennent bien l'IA, gagnent beaucoup d'argent, ont des très gros salaires. Et puis les gens qui sont restés dans l'économie ancienne, ils ont vocation à être un peu largués. En tout cas, ils auront des moins bons salaires que les salaires de la Silicon Valley. Je ne dis pas que ça ne pose pas de problème, je ne dis pas que ce modèle, avec d'un côté une élite qui bénéficie de ces technologies-là, et puis un grand groupe de gilets jaunes qui ne suivent pas, me séduit. J'ai déjà plusieurs fois expliqué que ce modèle à Harari, avec d'un côté des gens qui sont des homo deus, Harari, qui avait dit d'un côté des dieux, homo deus, des dieux qui comprennent l'IA, et puis de l'autre des useless, des gens inutiles qui ne comprennent pas l'IA. J'ai à plusieurs reprises expliqué, écrit que c'est pour moi un cauchemar politique, et qu'il est important que tout le monde soit dans le bateau. Donc pour vous, il faut pucer les gens, en gros, pour les... Il faut pucer, j'ai dit, il faut améliorer leur intelligence pour qu'ils puissent monter dans le bateau, c'est ça que vous dites? Il faut mener nos gamins là où ils vont être complémentaires de l'intelligence artificielle. Et ça ne veut pas dire en faire des techniciens étroits. Ma philosophie et celle de ma femme sur l'éducation de nos enfants à l'ère de l'intelligence artificielle, elle rejoint ce que disait Charles de Gaulle en 1934 dans l'armée de métier. La base du commandement, c'est la culture générale. Derrière chaque victoire d'Alexandre le Grand, il y a toujours Aristote, qui était le précepteur particulier d'Alexandre le Grand. Eh bien, je crois fondamentalement, et c'est le pari qu'on a fait avec ma femme pour mes enfants, c'est que les 3 points essentiels pour l'éducation des enfants face à l'intelligence artificielle, c'est 1, la culture générale, 2, la culture générale, et 3, la culture générale. Pour être complémentaire, compétitif à l'ère de l'intelligence artificielle, il ne faut pas faire de nos gamins des techniciens étroits, il faut en faire des gamins qui ont et des futurs adultes qui ont une compréhension globale des enjeux, holistique, avec beaucoup d'humanité, pour être complémentaire de l'intelligence artificielle. De penser qu'on va arrêter avec notre bite et notre couteau l'intelligence artificielle est d'une naïveté absolument consternante. On est sur un toboggan ellulien, et Jacques Ellul avait raison dès les années 40, il est très compliqué d'arrêter la technologie. Je vous défie d'arrêter la loi de Moore, je vous défie d'arrêter les progrès de l'intelligence artificielle. Vous pouvez juste dire la loi de Moore, c'est le doublement tous les 18 mois de la puissance informatique. Aujourd'hui, on met 208 milliards de transistors électroniques sur une seule puce électronique, et les ordinateurs les plus puissants vont bientôt réaliser 400 milliards d'opérations par seconde. Donc d'arrêter ce processus est difficile. Donc je pense qu'il vaut mieux préparer nos enfants au monde qui vient, qui va être un monde gorgé d'intelligence artificielle, et les préparer, de mon point de vue, c'est leur donner une très solide culture générale, et surtout ne pas en faire des techniciens étroits.
Jean-Michel Beignet, est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic et la guerre des intelligences qui s'annonce? On n'a sûrement pas la même notion de la culture générale, c'est tout. La culture... C'est un procès d'intention. Non, je ne sais pas, je me pose la question, parce que la culture générale telle que je la conçois, c'est plutôt un espace qui privilégie la réflexion, une certaine lenteur. Oui, là, on ne va pas être d'accord. Ben oui, bien sûr qu'on ne va pas être d'accord. La culture générale, c'est un lieu de conversation. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec les valeurs de réactivité que génère une société d'automatisme. La culture générale ne peut pas vouloir que notre société soit dominée par des machines et des automatismes. Ça me paraît complètement évident. Donc, tu élèves tes enfants dans le culte de cette culture générale, mais je ne vois pas comment ils ne... Comment tu disais? Gilet jaunisation. Gilet jaunisation. Comment ils ne se gilet jauniseraient pas en pratiquant la culture générale qui invite à la discussion, à la réflexion, à la tchatch, sans préoccupation forcément utilitaire immédiate. Donc il y a une espèce d'utopie dans la culture générale qui reste vive et qui me fait vivre en ce qui me concerne, et je vois mal qu'elle puisse s'accommoder avec un monde dans lequel l'intelligence artificielle aurait pris le pouvoir, tout simplement. Je suis bien d'accord avec toi pour dire qu'il faut, on est obligé effectivement de fréquenter ces machines, de faire ami avec elles. Et là, je suis très proche d'un philosophe qui s'appelle Gilbert Simondon, qui disait que voilà, ce qui nous est imposé, c'est de faire ami avec nos machines, de ne pas les repousser a priori, loin de là, mais de faire en sorte qu'elles restent à notre service, tout simplement, et qu'elles n'en prennent pas à leur aise avec nous. Et ça me paraît être le b.a.-ba de la sagesse contemporaine. Mais alors l'idée qu'il faudrait lui rendre les armes à l'intelligence artificielle parce qu'elle fonctionne avec des vitesses absolument exorbitantes, je dis non. Pour moi, la vitesse n'est pas une valeur. La vitesse, c'est au mieux pour l'instant une fatalité, mais faisons en sorte de ralentir, ralentissant. Et je voudrais juste vous faire écouter un extrait de, je sais que vous l'appréciez beaucoup, Laurent Alexandre, Raphaël Enthoven, qui était dans mon émission qui était dans mon émission il y a quelques semaines, et voilà ce qu'il disait sur l'intelligence artificielle et la philosophie. On va l'écouter et vous allez réagir. Ouais. La philosophie, l'exercice de la philosophie, la pratique de la philosophie est totalement hermétique au bénéfice de l'intelligence artificielle. Ce sur quoi l'exercice de la pensée repose, pour le dire très simplement, la construction par exemple d'une problématique, oui, ce sur quoi l'exercice de la pensée repose est absolument étranger au process mis en œuvre par l'intelligence artificielle. Il a d'ailleurs combattu une intelligence artificielle dans l'épreuve du bac de philosophie. Il a eu 20 sur 20 et l'intelligence artificielle 11 sur 20. Est-ce que ça vous inspire? Eugénie, vous connaissez la vérité sur ce concours entre Enthoven et l'intelligence artificielle? Moi, je ne connais pas. Alors d'abord, ça a été noté par la philosophe Eliette Abékassi, qui est une amie d'Enthoven, ça n'était pas anonyme. Et d'autre part, on a donné 45 minutes à Raphaël et 45 secondes à GPT-4. Donc, franchement, avant de crier victoire, on va donner 45 secondes à Raphaël Enthoven pour faire la copie de philosophie, et là, on va le noter. Il va être écrabouillé par l'IA. Donc, voilà. Alors, d'abord, c'était avec la version d'il y a un an de GPT-4. Depuis, l'IA a progressé, elle va continuer à progresser. Et d'ailleurs, j'ai parié avec Raphaël que l'IA le dépasserait en philosophie dans pas très longtemps, ce à quoi il m'a répondu, et il a tweeté « Dans 10 000 ans, l'intelligence artificielle ne me battra toujours pas en philosophie ». Je pense qu'il se trompe gravement, et je pense que... Vous pensez que l'intelligence artificielle pourra produire des œuvres du niveau de Montaigne, de Platon, d'Aristote? Elle va faire beaucoup mieux. C'est impossible. Elle va faire beaucoup mieux, et c'est bien le problème.
Ne faisons pas ce que les gens disaient il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans. L'IA ne pourra jamais gagner au jeu de Go, elle ne pourra jamais gagner aux échecs, elle ne pourra jamais on parle pas de faire un calcul. diagnostic médical, elle ne pourra jamais analyser une radio. Et à chaque fois, on s'est planté. Il faut maintenant cesser de courir après l'IA et il faut préparer nos enfants et la société à ce tsunami. Moi, je suis très inquiet de ton discours. Ton discours pourrait pousser les gens dans cette salle, les auditeurs, la société en général, à ralentir. Alors qu'il faut courir pour ne pas être dépassé par l'IA. Il faut surtout éviter que nos enfants soient marginalisés face à l'IA. Alors, on peut effectivement être comme les aristocrates de 1920, qu'ils ne voulaient pas le téléphone et qui considéraient que le téléphone était démoniaque parce qu'ils ne voulaient pas être sonnés par les communs. Mais ne jouons pas les aristocrates d'il y a 100 ans avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il faut vivre dans notre temps. C'est pas parce qu'on est des vieux machins, toi et moi, et que nous sommes tous les deux à l'âge de la retraite qu'il faut que nous regardions le futur de nos enfants avec l'âge de nos 20 ans. Ce serait franchement ne pas rendre un service à la génération qui vient d'avoir cette vision, cet œil aussi conservateur, franchement. Jean-Michel Besnier, sur la différence entre ce que dit Raphaël Enthoven, est-ce que cette intelligence artificielle est capable de raisonner comme un humain, ou est-ce qu'il y aura quelque chose quand même, Laurent Alexandre parlait de la culture générale, est-ce qu'il y aura quelque chose dans la philosophie qui résistera justement à ces machines? Et qu'est-ce que c'est absolument. Ce cœur qui va résister, qu'est-ce qui va résister? Parce que la philosophie aborde l'humain comme un être complexe, comme un être ambigu, comme un être versatile, comme un être imprévisible. C'est ce que nous sommes en tant qu'humains, et la philosophie est un dialogue permanent avec cette réalité-là, cette réalité humaine-là. L'intelligence artificielle, quand elle aborde l'humain, elle a d'abord besoin de clarifier les choses. Ces valeurs sont des valeurs de désambiguïté, de désambiguation, comme on dit de manière très très jargonnante. Et le rêve de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir aborder l'humain comme une boîte noire qui reçoit des stimuli et puis qui émet des outputs. Si nous sommes capables d'envisager l'humain uniquement sous cet angle-là, à ce moment-là, effectivement, l'intelligence artificielle peut rendre des services en améliorant la transmission de l'input à l'output. Et à ce moment-là, nous sommes effectivement des petites machines imparfaites, et l'intelligence artificielle pourra nous restituer une efficacité. Mais si l'humain reste ce qu'il est, c'est-à-dire un être foncièrement ambigu, foncièrement méchant, peut-être aussi, parce que j'en prendrai à témoin Machiavel, qui est... Bon, si l'humain est cet être-là qui résiste à l'interrogation, qui nous fait toujours problème, qui nous oblige, comme disait Raphaël Enthoven, à problématiser les choses, à le mettre en situation et à comprendre qu'il est un être de valeur, qui fonctionne sur la base de valeurs, et qui peut tourner le dos aux faits bruts. À ce moment-là, effectivement, soit l'intelligence artificielle triomphe et il n'y aura plus de philosophie, c'est évident. Ça ne sera même plus la peine de confronter Raphaël Enthoven à ChatGPT 7 ou 12, parce qu'il n'y aura plus de philosophie, c'est évident. Mais il n'y aura plus d'humain non plus. Il y aura plus. C'est ça, moi, qui m'inquiète le plus dans le développement de l'intelligence artificielle. C'est qu'elle risque de nous habituer à nous considérer nous-mêmes comme malléables par des machines. L'idée, par exemple, de rendre transparent notre langage m'inquiète beaucoup. Si nous finissions par nous exprimer les uns avec les autres de manière à ce que nos langages soient toujours formalisables, soient toujours transférables en termes de machines, à ce moment-là, je ne donne pas cher de notre humanité. Tout à fait.
Laurent Alexandre, est-ce que cette question de la guerre de l'intelligence ne pose pas une question fondamentale qui est celle de l'eugénisme ? Dans le sens où on peut, pour améliorer l'espèce humaine, pour être concurrencé par l'intelligence artificielle, on pourrait être tenté de sélectionner les intelligences, notamment de sélectionner les embryons pour les rendre les plus intelligents possibles. A priori, ce que vous me disiez, c'est que Elon Musk aurait pratiqué ça sur ses propres enfants. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, une menace ? Évidemment. Les parents prennent peur. Si vous prenez un pays qui à l'origine était très peu eugéniste, les États-Unis, la grande revue médicale Science, qui est la deuxième plus grande revue au monde avec Nature, a fait un sondage il y a quelques mois et a montré que depuis la sortie de ChatGPT, les Américains devenaient de plus en plus eugénistes. 38% des Américains souhaitent utiliser la sélection embryonnaire et le séquençage ADN pour choisir le bébé plus intelligent pour qu'il soit compétitif face à l'intelligence artificielle. Et 28% des Américains, plus d'un quart, souhaitent bidouiller l'ADN de leur bébé pour qu'il puisse rentrer dans une bonne université de façon à être complémentaire de l'intelligence artificielle quand il sortira de l'école. Donc on voit qu'à côté de ce que dit Elon Musk, qui affirme qu'il va mettre des implants intracérébraux dans le cerveau de ses enfants pour les rendre complémentaires de l'intelligence artificielle, ce qui est une voie de neuro-augmentation par voie électronique, il y a une volonté croissante des parents, notamment aux États-Unis et en Chine, d'utiliser la sélection embryonnaire, l'eugénisme génétique, de manière à ce que la jeune génération ne soit pas larguée, cela présuppose que abandonnée face à l'intelligence artificielle. Cela présuppose que l'intelligence serait purement génétique. Ah non, elle n'est pas purement génétique, elle est majoritairement génétique, mais elle est partiellement liée à l'environnement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut se cultiver deux jumeaux identiques génétiquement, peuvent, s'il y en a un qui fait des efforts et l'autre n'en fait pas, s'il y en a un qui se cultive et l'autre ne se cultive pas, vont avoir des résultats académiques différents. Mais l'intelligence est hélas majoritairement génétique, c'est la raison pour laquelle il y a des enfants qui, même avec des très bons professeurs, des professeurs très motivés, ont du mal à avoir des résultats académiques éblouissants. Jean-Michel Meunier, sur cette perspective d'eugénisme, c'est d'ailleurs un des chapitres du livre que vous avez écrit tous les deux, c'est inquiétant, il faut le prendre au sérieux ? Il faut le prendre au sérieux, c'est évident. Là, Laurent évoque Elon Musk, moi j'évoquerais pourquoi pas Emmanuel Charpentier et CRISPR-Cas9, qui est ce ciseau moléculaire qui permet d'envisager effectivement l'intervention sur les génomes et l'amélioration des génomes. Bon, autant citer Emmanuel Charpentier, prix Nobel de médecine, et dont la perspective d'eugénisme n'est pas la sienne, mais l'instrument qu'elle a inventé le permettra. La question de l'eugénisme, c'est une question récurrente. Elle est défendue par certains grands humanistes. Enfin, Jean Rostand, dans les années 25-30, proclamait que la biologie, ça doit servir à améliorer l'espèce. Donc ça ne... Condorcet aussi, ça ne me choque pas a priori qu'on puisse vouloir améliorer l'espèce et éventuellement doter ses enfants des meilleures chances. Ce qui me préoccupe, c'est plutôt cette espèce d'acharnement à vouloir refuser tout ce qui relève du don. Du don, j'allais dire du don de la nature, du don, etc. Mais en même temps, c'est presque une fatalité. Le monde de la technique est par définition un monde qui envisage de substituer au don la fabrication. Donc il est quasiment logique qu'on veuille fabriquer l'humain plutôt que de se le laisser imposer par la nature. Alors là, on peut imaginer des régulations pour tâcher de tempérer cette espèce de démesure qu'il peut y avoir là, parce que ça pose une question politique. Enfin, l'idée de fabriquer des générations
génération d'Einstein, comme l'avaient envisagé les Chinois après l'apparition de CRISPR-Cas9, bon, ça pose des problèmes qui sont des problèmes de géopolitique. Hein, on peut en parler. Mais l'eugénisme, je vois mal comment on pourrait empêcher nos contemporains de considérer les biotechnologies comme un instrument de consommation possible. Hein. Donc l'amélioration, oui, pourquoi pas. Alors soit en recourant effectivement à l'eugénisme négatif, plutôt que l'eugénisme positif. L'eugénisme négatif, ça consiste à supprimer des imperfections. L'eugénisme positif, ça consiste à fabriquer de bout en bout des êtres correspondant à des canons ou à des desiderata. C'est pas la même chose. Il est à noter que si Elon Musk a développé Neuralink, c'est parce qu'il a considéré que la voie de l'eugénisme génétique ne pouvait concerner que pour les nouvelles générations. Et il a dit, mais que va-t-on faire des gens qui sont déjà nés? Et il a dit, la seule solution, c'est un dispositif électronique d'augmentation. C'est pour ça qu'il a créé Neuralink. Donc effectivement, cette question va être une question très, très, très douloureuse. Moi, je ne suis pas un eugéniste fou, et comme je l'ai déjà à plusieurs reprises, si l'un de nos enfants, avec ma femme, avait eu une trisomie 21, nous n'aurions probablement pas recouru à l'IMG, nous l'aurions accepté tel qu'il était. Donc je ne suis pas un fanat d'eugénisme, mais je fais l'hypothèse que, comme les parents américains, les parents français vont être affolés par les progrès de l'intelligence artificielle et vont recourir ou envisager de recourir à l'eugénisme dans les décennies qui viennent, surtout si l'intelligence artificielle dépasse rapidement l'intelligence humaine. Je pense que ça va paniquer les parents et la société. Un petit mot sur la régulation, parce que on cite souvent la loi de Gabor, tout ce qui est technologiquement faisable sera un jour réalisé. Pourtant, il demeure certaines exceptions, par exemple le clonage qui est possible mais qui est interdit. Est-ce que vous croyez, vous, en la possibilité d'une régulation de ces technologies, ou est-ce que dans un monde mondialisé où finalement on est en concurrence permanente avec des pays plus libéraux, c'est illusoire? Ça va être très difficile, parce que cette régulation, d'où proviendrait-elle ? On peut être complètement idéaliste et se dire que cette régulation, elle pourrait être morale. Hein, c'est-à-dire que nous pourrions devenir les uns et les autres suffisamment moraux pour nous interdire un certain nombre de choses. C'est un courant qui se développe. Les courants, je vais utiliser un très gros mot pour Laurent peut-être, des courants de décroissance par exemple, en appellent à la sobriété technologique. Hein, je savais bien que ça ne pouvait que... Arrête, je vais être malade. Mais oui, je sais bien, mais ça fait rien, on a les moyens de te soigner, t'inquiète pas. Bon, laissons tomber cette hypothèse d'une moralisation de l'humanité qui tout à coup prendrait conscience. Cette régulation, elle peut être d'ordre autoritaire. On peut effectivement mettre en place des interdictions, et des interdictions sanctionnées énormément. Hein. Le péché de clonage, ou l'infraction d'un clonage humain, je crois que c'est 30 ans de prison et je ne sais plus combien de milliers d'euros. Hein. 30 ans de prison, c'est un crime contre l'espèce humaine. Hein. On a inventé même ce concept de crime contre l'espèce humaine. La régulation, elle peut être aussi politique. Hein, elle peut répondre à des stratégies que se donneraient les nations, et après tout introduire un concept du genre de celui de la dissuasion nucléaire pour permettre de tempérer la démesure d'un État par rapport à d'autres, hein, et établir une espèce d'équilibre. Et ça, c'est pas complètement invraisemblable. Donc la régulation,
il y a des moyens à imaginer. Et bon, moi, je milite évidemment pour des régulations. J'ai appartenu à plusieurs comités d'éthique, celui du CNRS, de l'INRA, etc., où notre travail consistait à examiner des situations pour tâcher de déterminer des solutions et de préconiser des avis à des organismes de recherche qui les suivent ou qui ne les suivent pas, mais en tout cas de la réflexion est mobilisée pour tâcher de tempérer les choses. Donc l'adage de Gabor, tout ce qui est techniquement réalisable sera réalisé quoi qu'il en coûte moralement, c'est ça, il faut ajouter ça, quoi qu'il en coûte moralement, me paraît pas être une fatalité, hein, et il est possible que nous restions volontaristes, que nous restions libres par rapport à ce que certains nous présentent comme un destin. Laurent Alexandre, régulation, illusion ? Alors, la régulation va être extrêmement compliquée, d'abord pour des raisons géopolitiques. Si on interdisait les intelligences artificielles les plus sophistiquées pendant que la Chine les développe, nous deviendrions une colonie chinoise et nos enfants auraient cette fois-ci mandarin comme première langue et français en option langue régionale. Nous serions totalement vassalisés par une Chine qui, elle, n'aurait pas arrêté la guerre technologique. Eux, ils ont interdit TikTok à leurs propres enfants. De l'intelligence artificielle. TikTok, c'est un autre sujet plus compliqué qu'il y paraît. Donc, réguler va être difficile. Moi, je ne suis pas opposé du tout à la régulation. C'est mon atavisme énarchique qui me pousse à ne pas refuser la régulation. Mais il faut une régulation intelligente et on va avoir du mal à réguler alors que la techno bouge très vite. L'AI Act européen est complètement dépassé par la nouvelle version de GPT-4 qui est sortie hier soir, dont je parlais, GPT-4o. L'AI Act n'a pas envisagé un produit comme celui que ChatGPT a sorti hier soir. La toute dernière version, GPT-4o. Donc la technologie va être en permanence en avance par rapport aux organismes de régulation, donc cette régulation va être difficile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réguler. Il est clair qu'il va falloir réguler les deepfakes, c'est-à-dire les avatars d'IA faux. Vous avez probablement vu qu'à Hong Kong, une grande institution financière a été, il y a quelques semaines, victime d'une attaque. Le comptable a été appelé à une réunion vidéo avec les principaux responsables de l'entreprise, le COMEX, le directeur financier, et pendant la téléconférence, on lui demande de faire un virement de 25 millions de dollars, ce qui n'est pas extraordinaire dans cette banque où il y a des gros virements faits. Il fait le virement de 25 millions de dollars sous l'ordre de la direction générale et du directeur financier de cette institution financière. Il se rend compte peu de temps après que personne dans cette réunion, à part lui, n'était humain. C'était uniquement des intelligences artificielles parfaitement paramétrées et qui imitaient l'éthique de langage, qui imitaient parfaitement la façon de parler et de s'exprimer de ses supérieurs qui ont ordonné le virement de 25 millions de dollars. Le virement court toujours et la banque n'a pas récupéré les 25 millions de dollars volés grâce à cette intelligence artificielle quasi parfaite. Bon, en attendant la généralisation des escrocs artificiels, merci en tout cas pour ce débat passionnant. On aurait pu aussi continuer encore longtemps parce que ce sont des sujets vraiment vertigineux. Vous pouvez retrouver cette émission sur le figarotv.fr et sur YouTube ainsi qu'en podcast. N'hésitez pas à la regarder pendant vos heures d'immortalité que vous offrir ChatGPT. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Mes invités seront Sonia Mabrouk et Avnous Chalmani. Nous parlerons de laïcité. Bonne soirée à tous.